Bonjour à tous. Alors les amis, dans cette vidéo, on va parler d'une notion très importante en droit constitutionnel, à savoir la séparation des pouvoirs. Et je pourrais même dire que c'est la notion la plus importante du programme de droit constitutionnel parce que vous allez la revoir dans presque tous les chapitres qui vont suivre. Vous allez la revoir lorsque vous allez étudier les systèmes politiques étrangers avec le régime présidentiel américain, le régime parlementaire britannique, aussi lorsque vous allez étudier l'histoire constitutionnelle de la France avec tous les régimes politiques depuis 1789 jusqu'à la constitution de la Ve République, et aussi lorsque vous allez commencer le second semestre avec l'étude des institutions de la Ve République. Donc le but de cette vidéo, c'est de prendre de l'avance sur les autres étudiants, de connaître parfaitement le thème de la séparation des pouvoirs, et on va voir tout ça en seulement 10 minutes. Accrochez-vous parce qu'à la fin de la vidéo, vous en saurez déjà beaucoup plus sur le thème de la séparation des pouvoirs. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors d'abord, sur la notion de séparation des pouvoirs. Retenez bien, parce que si vous êtes en dissertation et que vous êtes interrogé là-dessus, vous savez que dans une dissertation, il faut toujours définir les termes du sujet. Donc retenez bien que le terme de séparation des pouvoirs fait référence en réalité à deux types de séparation des pouvoirs. On a la séparation horizontale des pouvoirs, c'est ce qu'on va voir dans ce cours-là, et on a la séparation verticale des pouvoirs. Donc la séparation verticale des pouvoirs, c'est quoi? Dans un État fédéral, c'est la répartition des compétences entre le niveau fédéral et le niveau des États fédérés. Et dans un État unitaire décentralisé, c'est la répartition des compétences entre les instances locales et les instances nationales. Retenez bien cette distinction. Si vous êtes dans une dissertation, comme ça vous pouvez l'évacuer dans l'introduction en expliquant la différence entre la séparation verticale et la séparation horizontale. En général, quand on parle de séparation des pouvoirs, on fait référence à la séparation horizontale des pouvoirs, telle que théorisée par Montesquieu et qu'on va voir tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir d'abord pour l'origine de la théorie de la séparation des pouvoirs, c'est qu'avant d'être une théorie, c'était une pratique. Une pratique qui est née en Grande-Bretagne. En réalité, c'est à la suite de deux révolutions importantes, 1640 et 1688, le Parlement britannique va acquérir une importance particulière. Il va obtenir certains pouvoirs, et ce qui va conduire à la limitation du pouvoir royal. Donc le pouvoir politique finira par être partagé entre le Parlement et entre le roi. Donc partant de cette pratique-là, certains auteurs ont théorisé la théorie de la séparation des pouvoirs en observant en fait le régime parlementaire britannique. Alors les théoriciens de la séparation des pouvoirs, on en distingue classiquement trois. D'abord Aristote, donc très ancien, avant ce que je vous ai dit, qui distinguait déjà les fonctions les fonctions et les tâches au sein de l'État. On a ensuite Locke, qui distingue le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif. Et Montesquieu, c'est surtout celui-là qu'il faut retenir. Montesquieu, en fait, qui s'est inspiré des travaux de Locke. Et la théorie de Montesquieu, en fait, il a procédé en deux temps. D'abord, il a distingué la puissance législative, la puissance exécutrice et la puissance de juger. Donc, la puissance de juger, c'est le pouvoir juridictionnel en fait. Et ensuite, il a dissocié les fonctions et les organes exerçant ces pouvoirs. Et selon lui, cette dissociation des fonctions, cette division des organes, permet d'éviter l'arbitraire du pouvoir et de protéger les libertés des citoyens. On va rentrer dans le contenu de cette théorie. Alors voyons la notion de la séparation des pouvoirs et vous allez mieux comprendre. D'abord, il faut que vous sachiez quelle est l'utilité, quel est le but de cette théorie de la séparation des pouvoirs. Il y a deux principales utilités à la théorie de la séparation des pouvoirs. La première utilité, c'est la mise en place d'un régime politique équilibré. Comprenez bien que c'est le but principal. Pour Montesquieu, la confusion des pouvoirs va conduire à la mise en place d'un régime politique excessif qui va être attentatoire aux droits et aux libertés des citoyens. Mais en revanche, l'absence de confusion des pouvoirs qui résulte de la séparation des pouvoirs permet la mise en place d'un régime politique équilibré, garant des libertés des citoyens.
C'est une célèbre formule de Montesquieu qui dit il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça, c'est le genre de petites phrases que vous pouvez noter qui sont très connues. Vous pouvez les noter par thème, ça vous donnera des idées d'accroche en dissertation. Et puis, deuxième utilité, c'est aussi un critère de classification des différents régimes politiques. On classe les différents régimes en fonction de la nature des relations nouées entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Si ces pouvoirs sont séparés et indépendants, on va parler de séparation stricte des pouvoirs. C'est le régime présidentiel. Si les pouvoirs sont séparés mais interdépendants, on va parler de séparation souple des pouvoirs et c'est le régime parlementaire. Alors pas de panique si vous ne comprenez pas très bien ce que ça veut dire pour l'instant, on le verra au fur et à mesure des cours. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment la base de la théorie de la séparation des pouvoirs, puisque tous les prochains cours qu'on va voir, on va s'intéresser. Cette théorie va permettre d'expliquer ce qu'on verra par la suite. Le contenu de la théorie de la séparation des pouvoirs. Très important aussi, il faut que vous sachiez expliquer, si on vous interroge sur la séparation des pouvoirs, donc d'abord ce qu'on a vu, les origines, vous expliquez Montesquieu, Locke, etc. Ensuite, vous expliquez ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les utilités. Et ensuite, le contenu. Alors, dans le contenu de la théorie de la séparation des pouvoirs. Premier point, on distingue, selon Montesquieu, les fonctions ou alors les puissances, puissance législative, puissance du pouvoir exécutif par exemple, et des organes. Donc on a trois fonctions étatiques, le pouvoir de faire les lois, le pouvoir d'exécuter les lois et le pouvoir de juger les différends. Et s'agissant des organes, ils ont pour mission d'exercer ces trois fonctions et ces organes doivent être indépendants et composés différemment des autres organes. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir un seul organe qui va posséder plusieurs pouvoirs. Donc ça, c'est le premier point de la théorie. On distingue les fonctions ou puissances et les organes. Deuxième point, et c'est la principale règle posée par Montesquieu, il faut que les fonctions soient séparées. Ça se traduit par une autre citation de Montesquieu que vous pouvez noter pour une éventuelle accroche. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Donc il faut nécessairement séparer ses pouvoirs, séparer ses fonctions. La séparation des fonctions va permettre de limiter le pouvoir politique. Et la règle fondamentale posée par Montesquieu, c'est la suivante. Un même corps, c'est-à-dire un organe ou une personne, ne doit jamais maîtriser intégralement deux fonctions. C'est-à-dire par exemple que le président de la République ou le monarque ne peut pas posséder à la fois intégralement le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ça, c'est la règle de base. Troisième point de cette théorie de la séparation des pouvoirs, il faut bien comprendre que Montesquieu ne postule pas une séparation totale des pouvoirs. Vous voyez ici, on dit qu'il ne doit jamais maîtriser intégralement deux fonctions. Mais chaque fonction n'est pas nécessairement attribuée à un seul organe. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et chaque organe doit disposer de moyens d'intervention réciproques, c'est-à-dire la faculté soit de statuer, décider positivement, ou la faculté d'empêcher, agir négativement, pour éviter la prédominance d'un des pouvoirs. Alors revenons sur ces deux points parce qu'il faut bien les comprendre. Le premier point, je vous ai dit, chaque fonction n'est pas nécessairement attribuée à un seul organe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un pouvoir, une puissance, une fonction, ce qu'on a vu avant, par exemple le pouvoir législatif, peut être divisé en plusieurs étapes. Dans le pouvoir législatif, par exemple, on va d'abord proposer une loi, c'est le pouvoir d'initiative législative. Donc on va proposer un projet de loi, une proposition de loi, etc. Ensuite, on va proposer des modifications, des amendements sur cette loi. C'est le pouvoir d'apporter des amendements à une loi. Ensuite, on va procéder à un vote de la loi, on va voter la loi. Donc vous voyez que ce pouvoir législatif, en réalité, il est divisé en plusieurs étapes. Et ce que signifie cette absence de séparation totale, c'est qu'on peut très bien, par exemple, confier au pouvoir exécutif l'initiative des lois et simplement le pouvoir d'amendement et le pouvoir de vote au pouvoir législatif, c'est-à-dire à l'organe législatif. C'est pour ça qu'on ne parle pas de séparation totale des pouvoirs nécessairement, même selon Montesquieu. Montesquieu ne dit pas, par exemple, l'organe législatif, donc imaginons un parlement, le Parlement ne doit pas nécessairement maîtriser l'intégralement du pouvoir législatif. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit simplement, c'est qu'un seul organe ne peut pas maîtriser intégralement deux pouvoirs. C'est ça, ce mot intégralement, ce qui signifie. Et le deuxième point, c'est que ces organes qui doivent disposer de moyens d'intervention réciproques, selon Montesquieu,
la formule qu'il utilise, c'est que ces organes doivent aller de concert. Ça aussi, vous pouvez le noter, ça peut faire une accroche pour une dissertation si vous êtes interrogé là-dessus. Doivent aller de concert, ça signifie qu'on ne va pas évidemment confier à chaque organe les pouvoirs sans moyen d'intervenir sur les autres. Donc on va par exemple donner à l'organe exécutif la possibilité d'avoir un veto sur une loi qui va être votée par l'organe législatif par exemple. Ce qu'il faut, c'est éviter de se retrouver dans des situations de blocage où le pouvoir politique ne peut plus avancer puisque chaque pouvoir ne peut pas intervenir soit positivement, soit négativement sur un autre organe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin pour apprendre le droit constitutionnel, sachez que cette formation elle est extraite du cours de droit constitutionnel qui reprend l'intégralité du programme du premier semestre. Vous avez en plus, avec la formation, accès à un pack de fiches de révision qui synthétise l'intégralité de tout ce qu'il faut savoir sur le programme du premier semestre. Vous avez aussi des exercices corrigés en vidéo pour vous permettre de mieux comprendre la méthodologie, de nombreux quiz pour vous permettre de vous tester et une vingtaine de vidéos d'environ 10-15 minutes qui reprennent l'intégralité de tout ce qu'il faut savoir sur le droit constitutionnel pour le premier semestre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.